Un guépard, élégant et rapide, étire son corps agile, se préparant à la poursuite. Sa vitesse incroyable est son art. Bonsoir à tous et bienvenue sur Science et Culture. Science et Culture, c'est sur JMS Afrique TV. Si vous prenez le regard et l'écoute, JMS Afrique TV, c'est votre média au cœur du continent africain qui fait dans la manifestation de la souveraineté, de l'africanité. Et Science et Culture, justement, c'est pour aller aux confins de nos traditions, au tréfonds de la science et de l'ancestralité africaine. Ça, c'est notre objectif majeur qui ne se ferme pas avec le monde en réalité, qui prend le monde en compte, car pour l'Afrique, il faut le savoir, c'est le berceau de toutes les civilisations de l'humanité, quoi qu'on en dise, ou quoi qu'on dise. Ce jour dont Science et Culture repart au plus profond après samedi dernier où nous étions déjà avec le professeur Mathias Eric Onanguini avec Dr Linjom. Nous avons examiné au lendemain de la dédicace du livre de Dr Linjom le Noun de l'Égypte ancienne à aujourd'hui. Nous avons posé la problématique même de l'origine de l'ancestralité, des sources de l'ancestralité africaine. Nous sommes parvenus au fait qu'en principe, l'Afrique a connu aussi, comme tous les autres empires, une montée, une évolution, un niveau d'apogée et qu'il y a eu un déclin. Et qu'aujourd'hui, la problématique la plus importante pour que les Africains puissent justement se remettre en phase avec leur histoire, leur origine, c'est d'interroger l'ancestralité. Et au cœur de cette ancestralité, on comprend que si l'empire africain a décliné, certainement, il allait dans une phase de disparition et qu'il doit renaître. Et pour renaître, qu'est-ce qu'il faut? Cette renaissance, et si elle a une étape de pré-renaissance, qu'est-ce qu'il faut, mais beaucoup plus, quel est le constat qui est fait aujourd'hui, où se trouve le continent africain à cet instant précis où nous parlons? Quel est le degré de compréhension ou d'appréhension de l'ancestralité ou des origines ou des sources? Est-ce que cet état de lieu est fait de manière objective, de manière objectivante, de manière profonde? Voilà autant de questions qui se posent et c'est ce qu'on va examiner aujourd'hui. Ancestralité africaine et développement. Comment l'Afrique peut-elle se développer alors qu'elle ne maîtrise pas ses sources? Voilà un peu campé la thématique de ce jour. Je vous présente déjà, avant d'aller de l'autre côté de la régie pour la transition, celui qui nous rejoint pour la première fois ce jour, c'est Monsieur Elanga, Joseph Thomas. Il est avec nous, c'est un professeur d'université, je crois. Professeur des lycées. Professeur des lycées. Bonsoir et bienvenue. Merci, monsieur. Merci de m'avoir invité à cette émission que je pense est très importante pour ce que je crois, pour mes convictions personnelles et pour l'Afrique. Pour vos convictions personnelles, c'est-à-dire? C'est-à-dire, je crois fermement à l'Afrique, je crois fermement au Cameroun et je suis prêt à tout faire, donner tout ce que je sais pour que ce soit utile aux Camerounais et aux Africains. Et aux Africains, merci. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, sur cette tribune qui est là chaque samedi, tous les samedis à partir de 19h. On a eu peut-être un petit retard aujourd'hui, mais en principe, nous sommes là. Dr Linjom, lui, il est auteur, écrivain, professeur aussi des lycées, docteur, mais auteur. Justement, on a déjà examiné ces deux ouvrages ici, là. Il en a d'autres ouvrages. Bonsoir et bienvenue, docteur. Merci, bonsoir, monsieur Todé. Le plaisir renouvelé pour moi d'être là pour que nous puissions nous entretenir sur la thématique qui est sur la table, mais surtout essayer d'apporter notre pierre à l'édifice du continent, du pays dont nous avons la charge aujourd'hui, parce qu'il faut se le dire, tout citoyen doit à son niveau apporter sa participation pour la construction du pays et pour la construction du futur. On dit généralement que lorsqu'il y a incendie, même le plus petit oiseau, le colibri, il va puiser de l'eau.
et vient jeter sur les flammes dans l'espoir d'éteindre le feu. Et je pense que c'est ce que nous nous évertions à faire, parce que ce pays, c'est le nôtre, nous n'en avons pas deux. Et comme diraient certains sous d'autres cieux, c'est la patrie ou la mort parfois. Ah, vous citez là Thomas Sankara sans dire que c'est lui, et c'est lui justement. Alors, si l'on pose une question fondamentale et centrale, le Cameroun et l'Afrique par rapport à l'histoire se trouvent à quelle situation aujourd'hui? Alors, dans notre débat de la dernière fois avec le professeur Orandini, il est ressorti que tout développement ou toute réalité connaît un cycle. Il y a le cycle d'éveil, dans le cycle d'éveil, l'homme va évoluer pour atteindre l'apogée, et lorsqu'il atteint l'apogée, il y a cette chute, cette décroissance. Et lorsqu'on a décru, on se retrouve, comme l'Afrique aujourd'hui, le Cameroun en particulier, dans une phase de pré-renaissance. Le professeur Onangui l'a souligné dernièrement. Alors, quel est l'état d'esprit, quelle est la nature d'une pré-renaissance, quel est l'état d'esprit de celui qui se prépare à renaître? Donc, l'Afrique, le Cameroun se trouve dans une phase de pré-renaissance. Effectivement. C'est un antichambre. C'est l'antichambre. Qui est avant la Renaissance. À la Renaissance. Mais avant la Renaissance, pré-Renaissance. Effectivement. Comment on peut... Est-ce qu'il y a une façon de schématiser, peut-être de représenter cette antichambre? L'antichambre est... nous allons le... En tout cas, pour ceux qui... j'ai la chance d'avoir en face de moi un grand fermier qui sait un peu comment est-ce que s'opèrent les opérations à la ferme. Pour rentrer dans la ferme, on dispose des bottes, mais il y a un dispositif d'assainissement qui permet qu'on ne transporte pas les germes de l'extérieur vers l'intérieur. Lorsque vous arrivez à ce stade-là, vous devez tremper les pieds, tremper les mains, ou bien vous débarbouiller, ou enlever carrément les chaussures et porter un autre costume qui vous permettent maintenant d'entrer dans un milieu et d'être en harmonie avec cet environnement-là. Ouais. Et c'est ce à quoi nous préparons les Camerounais et les Africains aujourd'hui. Nous avons appelé de tout cœur notre renaissance, c'est-à-dire l'éveil, mais pour arriver à cette étape-là, il y a des préalables. Et parmi les préalables, nous avons des dispositions psychologiques, culturelles, économiques, politiques qu'il faut développer, qu'il faut avoir. On va arriver à ces dispositions. Monsieur Elanga, Joseph Thomas, les deux noms, les deux prénoms, hein, parce que le nom dans tout c'est Elanga, mais les deux noms sont des réalités qui s'opposent, mais peut-être qu'ils peuvent aussi faire l'équilibre. Pour vous, l'Afrique, le Cameroun se trouve où exactement? Je pense que l'Afrique et le Cameroun se trouvent bien au fond. Au fond? Au fond, c'est-à-dire... Au fond, oui, voilà. Nous avons l'Afrique, déjà, je peux dire que l'Afrique a connu son apogée. Ouais. Je vais ressusciter ici les grands empires du Mali, ouais. Parce que le Mali, à ce jour, on sait ce que c'est que le Mali, on revoit les mouvements de renaissance du Mali, avec les empires Songhai, les grands empires des Grands Lacs. Nous avons connu tout cela. Nous avons, pour même aller plus loin, nous avons connu l'Égypte pharaonique. Ancienne et antique. Ancienne, antique, d'où viennent les sciences, toutes les sciences que nous connaissons aujourd'hui. Tout à fait. Alors, et nous tirons tout de cette Égypte antique, de cette Égypte ancienne,
Alors, on a connu tout cela. Après, on a connu ce que les historiens appellent le déclin. Le déclin, Parce qu'après l'apogée, il y a le déclin. C'est un schéma normal. C'est un schéma mécanique, si on peut le dire. C'est un schéma. Et aujourd'hui, l'Afrique se trouve au fond. Son déclin, au fond. Et donc pour vous, ce n'est pas la pré-renaissance, le fond. Nous sommes au fond. Mais la pré-renaissance dépend donc maintenant de ce que nous allons faire pour que l'Afrique renaisse. Bon, je veux d'abord qu'on aille au fond là. Oui. Comment vous voyez ce fond? Moi j'ai envie de le voir. Et les téléspectateurs, les internautes aussi. Oui, je souhaite que vous le voyez avec moi. Oui. Je vois une Afrique. La première chose, c'est que l'Afrique qui doute d'elle-même. On a réussi à faire que l'Africain doute de lui-même. Qu'il se retrouve dans ce que nous appelons les carcans de l'histoire. Oui. Je vais revoir là notre ami Aimé Césaire. Oui. Donc, l'Afrique est arrivée à douter d'elle-même. Et à penser qu'elle est à la périphérie de l'humanité. Et si je dis qui a fait cela, qui a mené l'Africain à douter de lui-même, je peux simplement, je ne veux pas rendre quelqu'un coupable, mais les faits sont têtus, les faits sont là. La civilisation européenne a tout fait pour déconstruire, pour détruire ce que nous avions de très cher en Afrique, et nous démontrer que nous ne sommes rien du tout. Après avoir d'ailleurs pris ce que nous avions de précieux, après l'avoir emporté, et je dis, après l'avoir emporté, exploité, ils sont revenus vers nous pour nous dire, vous n'êtes rien du tout. Et on a utilisé toutes les arts, on a utilisé tous les leviers. Je peux prendre déjà la religion qui a été parmi les premiers leviers qui nous ont déconstruits complètement. Et quand je dis la religion, je peux me balader de la religion musulmane à la religion chrétienne et catholique que moi je connais. Je peux même me balader, aller reprendre déjà depuis l'esclavage un certain monseigneur Las Casas qui a réussi à convaincre la communauté internationale que le noir est un être sans âme. Et il disait justement aux Européens qui allaient en Amérique, exploiter et mettre en valeur l'Amérique, que laisser les Indiens, eux au moins ils ont une âme, aller prendre les Africains parce qu'ils ont l'avantage, le double avantage d'être robustes et de ne pas avoir une âme. Donc, même s'ils meurent, il n'y a pas de problème. C'est un évêque qui le dit. Si vous lisez l'histoire de la traite négrière, vous allez nécessairement avoir parmi les théoriciens Monseigneur Las Casas qui l'a dit. On est passé par là. Après être passé par là, la religion est intervenue. Après être passé par là, nous sommes passés par la colonisation. Cette colonisation qui est arrivée également par étapes où la religion est venue travailler les consciences, travailler les mentalités pour qu'on comprenne que nous sommes inférieurs à l'Européen, au blanc. Et ils ont tellement bien travaillé que nous-mêmes, à ce jour, nous comprenons que nous sommes inférieurs. Au point, lorsqu'un blanc se pointe devant nous, nous cherchons la meilleure place à lui donner. Par rapport à un noir, à notre frère. C'est ça le problème. On a réussi à nous mettre ça profondément dans la conscience. Et au fur et à mesure que l'Europe nous donnait des coups, nous ne faisions que dégringoler, décliner et abandonner cette fierté qui était la fierté de Kankou Moussa, la fierté de cet empereur malien qui se baladait, qui dit il va visiter, il va à la Mecque avec des tonnes d'or et qui était fier d'être Kankou Moussa, qui était fier d'être africain. Donc, avec des centaines de milliers d'hommes. Avec des centaines de milliers d'hommes. Avec des chameaux tissés d'or. Il savait qui il était. Et il le montrait à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous nous cachons même pratiquement dans le domaine international. Nous nous cachons. L'Afrique ne sait même pas ce qu'elle est. Or, pour que les autres évoluent, il a fallu que eux s'appuient sur l'Afrique pour évoluer. Alors, l'Afrique a une valeur qui élève les autres. Pourquoi est-ce que les Africains acceptent que les autres viennent les rabaisser alors que c'est eux qui élèvent les autres?
C'est pas son fond. Alors, pré-renaissance et fond, est-ce que ça rime? Est-ce qu'il y a emphase? Est-ce qu'il y a dichotomie? Est-ce que c'est la même configuration? C'est pratiquement la même configuration parce que la graine semée au fond du sol, dans le sol, enfouie dans le sol, est appelée à germer. C'est-à-dire... Ah donc, dans ce fond-là, c'est une graine. C'est une graine. C'est une graine enfouie dans le sol. Maintenant... Mais qui souffre de ce qu'elle est piétinée par ceux qui ne veulent pas qu'elle germe. Le piétinement ne peut pas empêcher la germination. Si tant est que les conditions, si nous créons les conditions de germination, c'est ça. Parce que... Vous faites passer dans mon esprit un livre germinal d'Émile Zola. Vous évoluez. Ah oui. Donc, c'est pour dire que nous ne pouvons pas, nous allons ressasser tout ce que nous avons connu. M. Langala a expliqué de long en large, c'est-à-dire... Mais qui est la situation actuelle? Qui est la situation actuelle, mais au regard de cette effervescence qu'on connaît en Afrique de l'Ouest, qu'on connaît dans le monde noir aujourd'hui, il y a fort à parier que la graine est en train de germer. Que les conditions de germination sont en train d'être mises en place. Est-ce que les conditions de germination, monsieur Elanga, Thomas Joseph, ou alors Joseph Thomas, sont réunies? Ces conditions, pour moi, ces conditions ne sont pas encore totalement réunies. Ok. Parce qu'il faut encore un travail à faire. Lequel c'est? Il faut que la minorité qui est éclairée aujourd'hui, la minorité qui est éveillée aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça que je salue très bas le travail du professeur, du docteur Linjou, dans ses œuvres qui, d'ailleurs, je l'ai dit lorsque nous faisions de la dédicace, ont créé en moi quelque chose de très inattendu. Il faut que nous fassions un travail de vulgarisation, d'information et d'éveil des Africains dans ce qu'ils sont réellement. Il faut que les Africains se rendent compte de ce qu'ils sont et qu'ils reprennent cette fierté d'être africains et qu'ils sortent donc de ces carcans de l'histoire. Qu'ils se ressaisissent de leur initiative. De leur initiative et qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont réellement. Parce que les Africains, dans leur tradition, ont quelque chose que les Européens n'ont pas. Oui. Et qu'ils rentrent donc dans ces traditions. Moi, je dis aujourd'hui, beaucoup ont fait des prédictions. Nous sommes dans... Je vais aller en Chine. La Chine a puisé dans ses traditions pour sa fille aujourd'hui. Oui. La Chine a d'abord puisé dans ses traditions, a modernisé les côtés positifs de ces traditions et personne ne peut le nier, la Chine s'est imposée au monde aujourd'hui. Mais ceux qui sont allés plus loin, ceux qui en allant au fond d'elle-même, des choses, ont même prédit que après l'Europe, ce sera l'Amérique. Après l'Amérique, ce sera l'Asie. Nous voyons la Chine. Et après cela, c'est l'Afrique qui va reprendre le flambeau. Donc aujourd'hui, ceux-là qui sont éveillés, qui ont gardé la flamme africaine, sont en train de bouger. Et nous pensons qu'il y a un travail d'information, de vulgarisation et de reprise de conscience. Parce que la crise, on l'a connue. Maintenant, il faut reprendre conscience pour que les Africains reviennent à eux-mêmes. Et là donc, lorsque les Africains auront pris conscience de ce qu'ils sont et de la tâche et du travail à accomplir, je crois que toutes les conditions seront réunies. Toutes les conditions seront réunies. Germination. Alors, voilà une limite, mais qui procède d'un dépassement pour une ouverture. Docteur Linjom, vous êtes d'accord? Entièrement d'accord. Pourquoi? Parce que lorsque nous décrivons la situation actuelle de l'Afrique, nous voyons tout ce qu'il y a comme pesanteur, tout ce qu'il y a comme, en termes de corruption sociale,
en termes de politique ethnique, à la limite, parce que si on prend le cas du Cameroun, avec les élections qui arrivent, nous sommes dans un discours essentiellement tribaliste et ethniciste qui a tendance à nous faire croire que la renaissance n'est pas possible. Mais pourtant, nous devons, à côté de ce discours-là, rappeler au peuple leur source unique et l'intérêt général qui doit primer au-delà des discours de fractionnement. Ouais. Pour dire que l'Afrique est au fond, mais comme j'ai dit, nous devons être au fond, c'est déjà prendre conscience, M. Langala dit, c'est déjà prendre conscience de soi, prendre conscience de sa situation. Parce que vous avez cité Thomas Sankara tout à l'heure, c'est lui qui disait, je vais le paraphraser sans le dire, il disait un esclave qui ne s'apitoie pas sur son propre sort, ça ne vaut pas la peine en tout cas de s'attarder là-dessus, parce que là, il faut déjà prendre conscience de notre état, du fait que nous sommes dans le fond et que nous devons nous relever. Alors, je vous pose la question, elle est directe. Avez-vous l'impression, il a parlé d'une minorité, avez-vous l'impression qu'il a cette prise de conscience au plan max, c'est-à-dire de manière un peu élevée? Et si ce n'est pas cela, comment faire pour que dans ce fond-là, il y ait cette prise de conscience maximale? Au-delà de tout ce qu'on peut reprocher aujourd'hui à l'Afrique, en termes de laxisme, des populations qui, dit-on, est amorphes, des populations qui ne travaillent pas assez ou bien suffisamment, de la superficialité dans laquelle patauge le politique, l'économie. De la fémania, du laxisme, de l'attentisme, de... Tout cela, nous sommes... Parce que tout à l'heure, nous avons dit, la vie c'est un cycle. Lorsqu'on a atteint l'apogée, on transporte avec soi certains tares. Ah, on transporte l'État dans son déclin. Ces tares-là nous poursuivent même dans le déclin. Nous les transportons dans la... Ça veut dire qu'au fond, là, il y a des tares. Il faut donc se dépouiller de cet art. Ah, vous parlez là d'une mécanique ou d'une mystique de la purification qui serait nécessaire? Il faut effectivement que les Africains se purifient, si on peut utiliser le terme. Mais chez les Africains, il est un peu religieux. Chez les Africains, on parle d'équilibre. On doit équilibrer l'énergie. Parce que le mal va toujours avec le bien. Le bon va avec le mauvais. L'obscur avec... la clarté. Donc ça fait que toutes ces charges négatives... Mais vous êtes quand même d'accord que au fond là on est dans le noir. Hein? Mais le noir, est-ce que le noir c'est mauvais? Le noir, la lumière jaillit toujours de l'obscurité. Non, le noir en termes de corruption, fémania, laxisme, attentisme, détournement, vol, ainsi de suite. Mais là, nous n'avons pas le noir, nous avons pratiquement le blanc, parce que ce sont des choses qu'on ne parle pas. Le noir, c'est le secret, c'est la charge positive, c'est le divin. Okay. C'est le plein. Non, je voyais le noir en termes de négativité. Bon, ben, c'est-à-dire qu'on est au fond parce qu'on a atteint un niveau négatif de déclin. Et que lorsqu'on entre dans chaque fois qu'on cherche le divin, on va vers le noir. Ça veut dire qu'on cherche le sublime. Le noir, c'est le sublime. Merci. Alors, restons dans cette dynamique du fond et dans la nécessité de la construction. Qu'est-ce qu'il faut pour vous? Vous me permettrez de réagir à quelque chose que le docteur Lidjouma a dit tout à l'heure concernant le Cameroun. Nous sommes dans une année électorale. Ah oui, tout à fait. Je vais réagir là-dessus avant de revenir à la situation actuelle et ce qu'il fait. Nous sommes dans une année électorale et que cette année, pour lui, le discours est fait de tribalisme, d'ethnicisme, de clanisme et autres. Voilà. Je réagis à cela parce que je tiens à
faire un constat. Parce que nous parlons de l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes vers le fond. Oui. Le Cameroun a un niveau qui est plus bas que le niveau général de l'Afrique. J'aimerais le dire et l'affirmer. Ah bon? Oui, je vous donne des faits simples. Allons-y. Très simple. Ça Vous avez envie, m'intéresse. certainement. Non, je n'en ris pas, parce que ça m'intéresse et ça peut intéresser Oui. tous les téléspectateurs. Je rappelle là que nous sommes sur live streaming, on peut nous suivre partout dans le monde. Oui, je vous donne un exemple simple. Oui. Je vous mets au défi de trouver une capitale africaine plus sale que le Cameroun. Oui, je savais que vous alliez sourire un peu. Ça, je vous mets au défi de trouver une capitale africaine qui ait des routes aussi mauvaises que celles du Cameroun. Ça, c'est l'exemple simple, je vous le dis. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Mais Bangui n'est pas très élevé. Oui, il n'est pas très élevé, mais pas aussi sale que Yaoundé. Non, je parle de... Parce que Bangui, ce n'est que Bangui là. Oui, d'accord. C'est-à-dire que Mais kilomètre si 5, Bangui, kilomètre 5, et ainsi de suite. oui, mais ce qui existe là-dedans est quand même bon. Mais je reviens à autre chose, à un autre phénomène. On parle de tribalisme, de sectarisme. Sur la poubelle, les poubelles, je suis d'accord avec vous. Hein. Oui, Puisque les États généraux se sont organisés. Oui, moi je sais que... États généraux pour organiser la gestion des déchets. Oui. Là, je suis d'accord avec vous. Oui. Mais je reviens, vous serez toujours d'accord avec moi. Oui. Parce que quand on parle de tribalisme, j'aimerais quand même faire un distinguo. Le tribalisme n'est pas un phénomène africain ou camerounais. Le tribalisme est une construction politique. J'insiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est les politiciens qui ont créé ce phénomène, parce que je préfère dire phénomène, parce que c'est quelque chose qui existe dans les faits, qui se manifeste. C'est les politiciens qui ont chacun, croyant qu'il veut avoir un électorat de sa zone, et ils ont donc commencé à se dire non, ne votez pas tel, parce que... Et le vous me faites passer en esprit, je vous relance tout simplement, le professeur Lep avec le village électoral. Voilà. Mais je voudrais vous dire que le tribalisme n'est pas un fait camerounais, ça n'existe pas au Cameroun. J'ai des preuves, j'ai des faits. Ça n'existe pas. Et ça existe beaucoup plus dans les grandes métropoles camerounaises parce que c'est là où les politiciens vont faire leur marché politique, leur marché électoral. Mais le Camerounais lui-même ne prête pas attention. Mais vous êtes quand même d'accord avec nous que le discours, les narratifs ont frôlé la catastrophe ethniciste et tribaliste. C'est les discours qui le font. Est-ce que les Camerounais, dans leur majorité, sont dans ces discours? Qui fait le discours? C'est ça le problème. Je vous donne un exemple simple. Allez-y. Le docteur Linjoum, appelons le chat. Le docteur Linjoum est il est Bamou. Oui. Moi, je suis Ewondo. Mais le lien qu'il y a entre monsieur, le docteur Linjoum et moi est rare. Je dis, c'est parce que d'ailleurs, il publie et que je suis obligé de rentrer pour dire, ben oui, voilà ses origines. Mais entre nous, il n'y a pas cette distinction. Je vous donne un autre fait. Moi, je suis Ewondo. Et il se passe que, en dehors d'être Ewondo de Yaoundé, je suis également un notable à l'ouest, double notable. Comment ça C'est-à-dire, j'épouse, ça aussi, c'est un fait, j'épouse une femme qui est de l'ouest. Oui. Moi qui suis du centre, je n'ai pas attendu le vivre ensemble qu'on prend partout. Parce qu'en fait, essentiellement, les Camerounais sont Camerounais. Oui. J'épouse une femme qui est de l'ouest, qui est de Bandrefam. Oui. Et quand je l'épouse justement, le mot est bien mesuré, c'est-à-dire je fais un avec elle, elle est ma femme. Et je manifeste de l'amour pour elle et pour l'endroit où elle vient, parce que c'est mon village. Tout à fait. C'est-à-dire Bandrefam. Pendant que nous sommes en train de travailler pour nos deux villages, ceux autour de nous qui me prennent, qui m'ont également adopté comme un fils, voient en cela quelque chose d'admirable. Et on me donne un titre de noblesse que beaucoup de Bandrefam eux-mêmes enviaient. C'est-à-dire Téfort. Je suis Téfort là où vous me voyez. C'est pas pour vous flatter? Non. Je pose une question. Non, même si c'est pour me flatter. Okay. Le chef ne prendrait pas le risque d'aller ennoblir un quoi,
dans sa communauté. Et c'est le premier acte que ce chef qui venait d'être intronisé a pris. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, je suis Yaoundé. Mais il se passe que la plupart de mes amis, la plupart sont de l'Ouest et particulièrement de Tcham. Je suis donc adopté par la communauté Tcham de Yaoundé, avec laquelle je vis normalement. On fait les tontines, on fait les quêtes pour le développement, caisses de développement, tout ce que vous imaginez dans la communauté Tcham de Yaoundé. Et après cela, c'est le chef même de Fongon de Nda, je donne les noms, Nda, qui m'adopte. Et ça fait qu'aucune cérémonie ne peut se passer dans cette communauté sans que je ne sois là. Il y a 3 semaines, il fallait faire l'arrestation du nouveau chef, parce que l'ancien chef est décédé. J'ai été invité et j'y étais à Fongonde, Nda. Est-ce que vous pensez que s'il y avait tribal... Et autre chose, quand j'arrive dans cette communauté-là, j'ai tous les honneurs qui sont dus à l'élite. Ça, c'est vous. Mais peut-être ailleurs, d'autres sont repoussés. Non. Je dis, les gens sont repoussés, ceux-là sont des politiciens. Je dis, les Africains, dans leur grande majorité, ne sont pas tribalistes. Les Camerounais ne sont pas tribalistes. Il ne faut pas qu'on arrive à convaincre les gens pour des motifs politiques qu'il y a le tribalisme, il y a trop de tribalisme. Donc, le tribalisme, en fait, l'actuel tribalisme ou discours tribaliste ou acte tribaliste, ethniciste ou clanique, c'est la construction. C'est une construction politique et qui nourrit d'ailleurs cela. Et je voudrais chuter en disant... Oui, sur cet aspect. Sur cet aspect, justement, je voudrais dire que, en fait, les Camerounais ne devraient pas... Nous avons des choses à faire. Nous avons à nous développer. Nous avons à aller vers nos sources pour éclore dans le monde. Oui. Nous avons un travail à faire. Il faut que les Camerounais travaillent et ne s'occupent pas de politique. C'est comme ça que nous étions avant. C'est comme ça que les Camerounais étaient avant. Moi, je dis, rentrons même à l'époque de l'ancien président Ahidjo. Est-ce que les Camerounais s'occupaient de politique? Les Camerounais, c'était des bosseurs. Partout en Afrique centrale, on sait que les Camerounais, c'est des bosseurs. Donc, nous avons un pays à construire. Vraiment, on n'a pas à discuter politique. Qu'on se mette au travail, qu'on voit les secteurs où nous devons travailler et qu'on s'y mette. Malheureusement, il faut quand même quelque chose, quelqu'un au fond, pour insuffler cela. Moi, j'ai dit, ce souffle peut ne pas venir du sommet politique, mais ce souffle peut venir des cercles de pensée, des cercles intellectuels, mais l'essentiel est qu'on ait plusieurs moteurs pour nous ramener à ce que le Camerounais est, c'est-à-dire un travailleur. On a compris. Alors, maintenant... Maintenant, où est-ce qu'on se trouve? Je dis, nous nous trouvons au fond, et je suis vraiment totalement d'accord avec le docteur Linjoum pour dire qu'il faut qu'on se purifie. Il y a un schéma qui est simple. Quand nous sommes au fond, on a une graine qui est semée au fond, certainement dans le noir. Que ce soit considéré comme positif ou négatif, mais pour qu'il y ait germination, c'est-à-dire que la vie vienne... Ah, ça c'est le fond de ma question. Oui, c'est le fond de votre question, je reviens à ça. Pour qu'il y ait germination, et je rentre dans la Bible puisque je suis Joseph et Thomas, pour qu'il y ait germination, il faut que la graine tombée à terre meure. Dans l'état où cette graine est, elle doit mourir pour germer. Elle doit mourir pour germer. Oui. Et si elle refuse de mourir? Si elle refuse de mourir, elle ne germe pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Mourir veut dire quoi? Mourir veut dire transformation, ou j'ai même lu ça dans une des œuvres du docteur Linjoum, veut dire transmutation des énergies. C'est-à-dire, on prend les énergies qui sont dans l'ancienne graine. Ces énergies que renferme la graine, il faut donc maintenant connecter ces énergies avec la vie. Et ça veut dire également que cette graine meurt, elle se débarrasse des tares dont parlait le docteur Linjoum. Ces tares-là doivent tomber. Et quand ces tares tombent, ça doit nous ramener à la conscience, ça doit nous amener à la prise de conscience et maintenant nous servir d'humus, nous servir de fertilisant, d'engrais pour que la vie vienne et qu'on germe. Germination, nécessaire mort, ou alors inévitable mort, ou impératif catégorique de la mort de la graine. Docteur Linjoum.
Effectivement, dans le dernier ouvrage, Le Noun, nous avons évoqué les cosmogonies Mamoun pour parler pour déblayer les chemins de la Renaissance africaine. Nous avons pris deux figures. Nous avons pris l'axe spirituel avec Nouadhouata, c'est-à-dire la quête du divin, suivant les canons traditionnels qui impliquent certains principes, notamment le Jouam. Jouam qui est une sorte de prospective qui prescrit une certaine démarche scientifique de développement. Parce que cette prospective, elle est préactive, active et proactive. Nous sommes dans un cheminement graduel où l'individu, dans sa préactivité, engage ou bien sollicite des changements attendus. Et lorsqu'il est dans la phase active, il fonctionne ou bien il marche. Il conserve ce que les anglo-saxons appellent généralement c'est-à-dire généralement ils disent to keep the goal. Garder le but, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, on garde le but, on ne s'en écarte pas. Quelles que soient les difficultés, lorsqu'on est engagé sur un chemin, qu'on puisse garder l'objectif final. Pour le faire, faut-il encore qu'on soit équilibré, qu'on soit dépouillé et purifié? Parce que dans votre préactivité, qui est une posture méditative, à la limite, vous faites le projet. Et dans ce projet-là, lorsque vous êtes en activité, vous gardez ce projet, vous devez mener des opérations de catharsis en soi, qui permettent de s'épurer au quotidien, de ne pas faillir, de ne pas dresser des obstacles à ses propres objectifs. Et pour le faire, il y a une certaine posture psychologique qu'il faut avoir. Laquelle c'est? Chez le Bamoun, par exemple, dans le livre toujours, la sagesse a prescrit ce qu'ils ont appelé Jouam. Jouam, nous l'avons discuté dernièrement, c'est une posture qui amène l'individu à s'auto-évaluer en permanence. Il s'auto-évalue sur le projet initial et sur les objectifs qui doivent être visés. Et dans cette marche, il s'épure, il réajuste là où il faut réajuster. Toujours en gardant en tête, en esprit, l'objectif. Parce que en fin de journée, il doit faire le bilan. Et dans ce bilan, qui se retrouve être le fond, il doit maintenant évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, comment faire pour que ça marche désormais? Et là, le processus de reconstitution, le processus de purification des énergies ou d'équilibre d'énergie est engagé. Sauf que dans ce fond-là, et cette posture de germination ou de renaissance, de préparation de cette naissance, germination de cette graine qui doit mourir, lorsque certains dans ce fond-là font le bilan le soir, ils font le bilan de ce que, bon, comme j'ai détourné 50 millions hier là, bon,
dans 3-4 jours, je dois détourner encore 100, 150. Parce que là, j'ai un duplex que je dois construire. Je dis n'importe quoi. Bon, comme j'ai 2 petites, avec mes... Si je détourne 100 millions là, bon, je vais encore ajouter 3, 4, 5 petites. Bon, c'est pas la majorité. En fait, quand je vous entends parler, vous parlez de cette minorité consciente qui suit dans le Njom. Alors, Monsieur Elanga, Joseph, comment faire de la majorité, ou qu'est-ce qu'il faut faire de la majorité, parce que, à moins que vous puissiez me contredire, de la majorité dans ce fond, qui en réalité sont dans la permanence de la permissivité, dans la permanence du vice, dans la permanence de ce qui a des possibilités de ne même pas faire germer la graine, de ne pas faire mourir la graine. Comment faire? Comment gérer cette équation? Je pense que c'est un travail assez ardu. Et pour ma part, il faut beaucoup de volonté et beaucoup de patience pour cette germination. L'état des lieux est mauvais. Il est très mauvais. L'état des lieux est mauvais, il est très mauvais. Parce que ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui amassent, qui sont devenus d'ailleurs, qui sont jouissifs de ce qu'ils ont amassé. Et c'est juste la minorité qui le fait. Et en plus, ceux-là viennent même narguer le peuple, et le peuple se retrouve absolument mal. Ah, ceux qui le font sont la minorité, c'est la minorité, mais qui est écrasante. Qui est écrasante dans le sens de la puissance économique du pouvoir. Tout à fait. Donc, le problème maintenant, ce n'est pas ceux-là qu'on peut, je peux dire, en une côte évangélisée. Ce n'est pas eux qui doivent recevoir, qui peuvent nous permettre de renaître. Il faut justement qu'on informe la majorité. C'est-à-dire le peuple. Ah, le grand peuple. Le grand peuple. Qui souffre d'ailleurs, qui n'a pas les moyens de détourner 50 millions en une journée, et qui est d'ailleurs victime de tous ces détournements. Ce que je vous dis là, j'ai fait des enquêtes où on te dit que quelqu'un sort avec 50 millions, à la limite même 100 dans au Cameroun. Hein? Oui, nous sommes au Cameroun. Ok. Donc, le problème, c'est que le peuple se rende compte de ce qu'il est et de son pouvoir. Pour qu'il comprenne. Et en même temps, que ce peuple, qu'on décolonise ce peuple de ce qui se passe réellement dans la société. Parce que certains, on est même arrivé à nous faire penser que si on vole de l'argent, c'est bien. Et chacun maintenant cherche une occasion de voler pour être un peu à l'aise. Non. Il faut qu'on garde cette fierté et cette moralité. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans certains programmes, malheureusement, qui sont tués par l'environnement, on a réintroduit l'éducation à la morale. Parce que ça avait cessé à un moment donné. Le travail qu'il y a à faire, c'est de remettre les Camerounais, puisqu'il s'agit d'eux et les Africains, de remettre les Camerounais à l'école du travail, à l'école de la pureté psychologique, de la pureté morale, ou à l'école de l'amour de la patrie, de l'amour du pays. Parce que le docteur Njom l'a dit à l'entame de cette émission, nous n'avons pas de pays. Tout à fait. Alors, moi, je serais peut-être un peu dur à un moment donné, c'est que... Vous serez dur à un moment donné? Oui. J'aime les gens durs. En disant ceci. Oui, allons-y dans ce sens. On a 2 ou 3 types de Camerounais. Oui. Il y a des Camerounais incertains qui sont au milieu, parce qu'ils ne sont pas encore sûrs d'être Camerounais. Il y a des Camerounais purs. Ceux-là qui aiment ce pays. Et c'est sur ceux-là qu'on doit s'appuyer pour la germination. C'est eux qui sont encore perméables aux valeurs morales, aux valeurs à l'éthique, aux valeurs vraiment du Camerounais. C'est ceux-là qu'on doit toucher. Et ils sont là, c'est des vrais Camerounais, ils sont incorruptibles parce qu'ils n'ont pas, si jusqu'aujourd'hui ils n'ont pas été corrompus par l'environnement, c'est que c'est des vrais Camerounais. Et il y a donc également des étrangers camerounais, c'est-à-dire ils sont certainement français, ils sont américains, mais ils sont avec nous,
Ils sont nos concitoyens, si je peux dire, mais ils ne sont pas Camerounais parce qu'ils n'aiment pas ce pays. Et je veux dire, ceux-là, c'est ceux-là qu'il faut tuer. C'est ceux-là qui doivent mourir pour que la graine prenne. Ah, ok, dans le sens de la mystique, c'est-à-dire ils doivent mourir. Et s'il fallait même, parce que s'il fallait même aller au physique, oui. il faut les tuer tout simplement. On n'a pas besoin, je dis nous sommes un pays pauvre, on n'a pas besoin de gens qui n'aiment pas ce pays. Ces gens doivent même passer au poteau. Là, ce sera dans une législation qui n'est pas encore en cours. Qui n'est pas encore là. Mais je dis, pour qu'on arrive à conscientiser, oui. il faut qu'on réintroduise nos Camerounais à l'école de l'amour de la patrie, à l'école de la pureté des mœurs, à l'école du travail que nos ancêtres nous ont appris à faire, et à l'école de nos traditions. Qu'on se rende compte de qui nous sommes et qu'on sache où on va, qu'on doit germer. Parce qu'à un moment donné, certains Camerounais ont même l'impression que nous sommes perdus. On ne germera plus jamais. On ne pourra plus revivre. Il faut donner de l'espoir à ceux-là. Ouais. Même le temps va nous donner raison. Vous venez de faire passer dans mon esprit Jerry Rawlings, je crois c'est lui, hein, oui. Qui est passé par le poteau, en fait, qui a fait passer. Hein. Oui, c'est au Ghana. Au Ghana. Alors, Docteur Linjom, je ne veux pas vous embarrasser avec le passage au poteau, mais je veux quand même vous poser la question de savoir ceux-là donc qui en réalité sont un obstacle manifeste, délibéré, volontaire de ce que la graine ne doit pas germer. Comment procéder avec toujours le Njom? Au-delà de... Je vous ai dit qu'il y avait deux figures que j'emprunterais au niveau de la tradition Bamoun. Oui. J'ai pris le cas de Nouakchott, qui est la spiritualité originelle de l'humanité, oui. Et avec son principe Jouam, principe de vérité, justice, équilibre, peut permettre à ceux qui ont encore une once de conscience, oui. De s'ajuster. Ah, de s'ajuster. De s'ajuster. Mais nous avons aussi chez les Bamoun encore le Ngwon. Oui. Nous avons évoqué en passant dernièrement. La dernière fois, oui. Le Ngwon qui est une célébration, qui est une fête rituelle Bamoun. Oui. Comme on a le Ngondo chez les Sawa. Les Sawa. Oui. Donc, le Mpo Bati chez les autres. Effectivement. Ce sont, le Ngwon par exemple, si je prends ce cas, c'est toujours une philosophie de la vie. Une philosophie de la vie qui met l'homme dans des dispositions de germination. Oui. Parce que la citoine, c'est-à-dire le scarabée, oui. Qui représente le Ngwon, oui. C'est un animal à la limite mystique, oui. Qui, pour le Bamoun, à un certain moment rentre dans un cocon, pond des œufs dans la mer, et lorsque l'œuf est clos, le ver se retrouve dans un cocon, oui. Et au fur et à mesure se développe là-dedans, et avant de prendre son envol. Oui. C'est une philosophie qui montre comment l'on peut récupérer les délinquants sociaux. Comment le délinquant social peut... Les délinquants sociaux récidivistes et impénitents. On peut les récupérer. On peut les récupérer. C'est possible. C'est possible parce que rien n'est perdu avec notre société. Ce sont des gens qui n'ont pas de repères. C'est la perte de repères qui amène des gens à être méchants, à agir sans raison et sans raisonner. Au lieu de les faire passer au poteau, on les récupère comment? On les récupère, on les met au travail. Ils vont servir la cause publique. On peut les réquisitionner pour des tâches d'autres. Ça veut dire on les sanctionne. On les sanctionne. Et on les oriente. Mais pour les sanctionner, nous devons redresser les structures sociales. C'est toute une autre paire de manches là-bas. Oui, là c'est vrai parce que
il pourrait avoir complicité entre ces récidivistes et ces délinquants de grand chemin avec ceux qui gèrent, c'est-à-dire qu'il y a osmose. C'est pour cela qu'il est bon. C'est pour cela qu'il est bon. C'est pour cela que nous parlons de l'ancestralité. Oui. Qu'il y a des valeurs dans nos traditions. Oui. Il y a des connaissances qui pourraient permettre à l'homme de vivre en harmonie avec le cosmos et avec ses semblables. Alors, on revient à vous parce que c'est ça la dernière ligne droite de cette émission. Je vous propose de respirer un peu, on prend une transition, on revient dans ce studio. Allons prendre cette transition parce que c'est justement la pomme ou la toile de fond de la thématique de ce jour, ancestralité et développement, est-ce possible? Prenons cette transition, on revient dans ce studio, à tout de suite. C'est un chasseur solitaire, un fantôme de la nuit, ses mouvements fluides et silencieux. Le léopard est un maître de la furtivité et de l'embuscade. Ses membres puissants lui permettant d'escalader les arbres avec aisance, où il entrepose souvent ses proies à l'abri des charognards. Son régime alimentaire est varié, allant des petits rongeurs et oiseaux à des proies plus imposantes, comme les antilopes et les jeunes girafes. Son style de chasse est opportuniste, reposant sur la surprise et une puissante force de morsure capable de broyer les os. Ancestralité et développement, Monsieur Elanga, Joseph Thomas. Comment l'ancestralité, dans ce que nous venons d'examiner, peut-elle participer efficacement, j'insiste sur le mot efficacement, systématiquement, essentiellement, j'insiste sur le mot essentiel, au développement des Africains, à l'aide de germination de la graine? Oui, je pense que l'ancestralité, il faut simplement rentrer visiter les valeurs de cette ancestralité. Ouais. Ces valeurs qui, dans notre Afrique, sont des valeurs, je l'ai dit tout à l'heure, de pureté morale, des valeurs de travail, des valeurs véritablement qui sont tournées vers le progrès, parce que la plupart des sociétés anciennes se sont occupées à progresser, donc, et à évoluer. Donc il faut rentrer dans les valeurs ancestrales pour enseigner, pour pouvoir informer les gens. Si on faisait l'économie d'une, deux, trois ou quatre de ces valeurs ancestrales. Oui. La première valeur, c'est la confiance, la fierté de l'Africain. C'est la première chose. La confiance en l'Africain. Vous avez dit un peu plus haut qu'on a éliminé cela. Oui. Et qu'il doute de lui. Et il doute de lui. Il faut d'abord que l'Africain... Donc il faut qu'il soit confiant. Oui. Quand on rentre dans l'ancestralité, on rentre également dans l'histoire. Oui. Pour que l'Africain voit tout ce qu'il a accompli au bénéfice de l'humanité, pour le progrès de l'humanité. Oui. Et qu'il se rende compte qu'il y a eu une mauvaise récréation entre-temps. Et qu'il comprenne que c'est lui qui est à la base de tout. Oui. Qu'il reprenne confiance en lui. Première chose. Tout à fait. Deuxième chose, donc maintenant, s'il a déjà cette fierté, il faut qu'il prenne les valeurs positives de cette ancestralité. Et c'est pour ça, comme on parle de développement, la première chose pour le développement, et on le dit dans ma région d'adoption, la vraie magie, c'est le travail. Et nous avons abandonné... Première valeur, le travail. Oui. Le vrai travail. Le vrai travail. C'est pas le travail malin là et la tricherie. Non, c'est pas la tricherie. Justement, c'est aux antipodes de la tricherie. Ce que nous avons connu entre-temps, c'est justement le pouvoir ou alors le règne de la tricherie. Ça s'est généralisé, j'ai dit, c'est aller jusqu'au fond. Donc maintenant, on doit rejeter cette tricherie pour se mettre véritablement au travail. Et le travail, justement, a autre chose que le travail nous transforme complètement. Oui. Parce que quand on est dans notre, quand on travaille, celui qui travaille véritablement n'a pas le temps de discutailler, de parler de ceci, de cela, non, du sexe des anges, machin. Donc il a un objectif et il travaille. Je dis, c'est la deuxième chose majeure qu'on doit tirer de l'ancestralité. La troisième chose, c'est l'humilité. L'humilité. Oui. Ah.
Nous en avions parlé avec le professeur Roland Guini. Et il faut que le Camerounais, que l'Africain soit humble. Ça ne veut pas dire qu'il se sent faible. Mais l'humilité est une force. C'est-à-dire qu'en fait, l'humilité vient en nous lorsque nous avons compris qui nous sommes, notre puissance. Et là, on devient humble, véritablement humble, pas faible. C'est-à-dire que nous prenons conscience. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu ne va pas se manifester à nous. Dieu connaît sa puissance. Ouais. Il sait qu'il est puissant. Vous l'insultez, il sait. C'est l'humilité des humilités. Voilà. Il sait qu'il est Dieu. Il sait qui il est. L'Africain sait qui il est. Si l'Européen l'insulte, il sait qu'il est africain. Il connaît les valeurs qui sont les siennes. C'est lui qui a inventé la mathématique, c'est lui qui a inventé la géométrie, c'est lui qui a mis en place c'est tout ce qu'on sait comme pyramide là, qui émerveille encore, qui a fait la momification, dont on ne connaît pas le secret jusqu'aujourd'hui. Qu'on ne connaîtra même pas le secret, à moins qu'il y ait une autre évolution. Donc, il faut que l'Africain soit humble parce qu'il sera rentré en lui-même pour savoir qu'il est puissant, pour savoir quelle est sa force, et il comprendra que la fanfaronnade ne sert à rien. Il a un objectif, c'est s'affirmer dans le monde. Le reste ne le concerne pas. Il reste focus sur son objectif. Alors, les valeurs, vous êtes d'accord déjà avec? Ah oui, effectivement. Nous avons la confiance, le travail. La confiance, c'est d'ailleurs aller au fond de soi. Voilà. C'est-à-dire pour s'identifier à soi-même et ne plus douter de son environnement ou de son vis-à-vis et de ce qu'on est ou de ce qu'on doit devenir. Le travail, c'est-à-dire le travail et le véritable travail qui en réalité, parce qu'il a même valeur de purification, d'élévation, et maintenant l'humilité qui vient de Dieu lui-même, parce que Dieu lui ne fait jamais bruit. Disons que qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Ce qu'on peut ajouter, c'est que les Africains doivent arrêter de faire trop confiance en Dieu. Je ne le dis pas pour dérouter ou bien pour me moquer de ceux qui, pour la moindre chose, demandent à Dieu de faire ci, de faire ça. Dieu est suffisamment suprême, comme on le dit souvent, il est suprême. Il n'entre pas dans des banalités humaines. Les Africains doivent s'assumer, prendre leurs responsabilités à nous. Mais Dieu lui-même dit déjà ça, non? Puisque si je convoque peut-être la cosmogonie chrétienne ou biblique, Dieu vous laisse au jardin, vous dit cultivez le jardin. Ça vous revient, vous êtes à dire travailler. Ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité. La mystique des talents. Il vous dit, je vous donne un talent. Si vous revenez me donner le même talent, vous n'êtes pas un bon serviteur. Ça veut donc dire que, peut-être que vous êtes en train de dire, il faut que les Africains arrêtent la duplicité. Oui. Même vis-à-vis d'eux-mêmes ou vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en le faisant, ils trompent Dieu. On ne peut pas tromper. Ils trahissent Dieu. Effectivement, ils doivent, c'est-à-dire, même s'ils ne peuvent pas trahir Dieu, ils doivent s'assumer. Ils doivent être responsables. Je le dis parce que ce soit dans le milieu professionnel que je partage avec M. Langa, que ce soit en route dans le marché, vous avez des gens qui refusent d'effectuer leurs tâches et mettent tout sur le dos de Dieu. Non, c'est à ce niveau que je disais que ceux qui le font, c'est des tricheurs et c'est des gens qui sont malhonnêtes fondamentalement. Puisque ce n'est pas, en fait, moi, dans la petite foi, c'est-à-dire dans le brin de foi que j'ai, Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de ne pas s'assumer. Au contraire, Dieu dit, assume-toi dans ce que je te donne. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui. Je convoque ici quelque chose, un adage qu'on connaît. Mais on retient que les Africains doivent s'assumer. Ils doivent s'assumer. Parce que
invoquer Dieu ici, c'est une excuse très facile. Voilà. Or, même la Bible le dit, on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que fais d'abord Ton travail. assume-toi et le reste viendra après. Voilà. C'est-à-dire pas peut-être ceux qui croient en Dieu, la grâce de Dieu te viendra après. Et, Tu n'as jamais voulu d'être paresseux. et je suis d'accord avec vous, docteur Linjong, parce que vous avez fait la rue, moi j'ai fait le tour des églises, je n'ai rien contre les églises, je veux même qu'elles remplissent toutes les maisons, sauf que c'est des églises du clientélisme. Hein? C'est des églises en principe qui ont un intérêt mercantiliste et qui ne peuvent donc pas construire l'homme qui s'assume, l'Africain qui s'assume. Donc on retient avec vous que les Africains doivent s'assumer et non aller se cacher dans les églises et dans le... on évolue. Effectivement, parce que tout le problème de l'Africain, on dit qu'il ne travaille pas suffisamment, il n'assume pas ses responsabilités au quotidien, mais dans nos traditions, il est demandé, il le recommandait à l'homme. Là, nous sommes dans l'ancestralité. Nous sommes dans l'ancestralité. Il le recommandait à l'homme d'être le divin soi-même. Pourquoi? Parce que le paradis qu'il cherche, c'est lui qui doit l'instaurer. Et ce paradis n'est nulle part ailleurs qu'ici. Si le Cameroun doit être un paradis, c'est nous qui devons le transformer en paradis. Tout à fait. Si nous devons céder le paradis à nos progénitures demain, ce paradis-là, nous devons le construire aujourd'hui. C'est ce qu'il faut rappeler aux gens. Tout à fait. Pour qu'ils comprennent que notre pleine responsabilité est engagée. Et qu'il n'y a pas d'excuses. Il faut que les Africains, et les Camerounais s'assument. Il faut qu'ils soient responsables par rapport à leur destinée. Effectivement. Alors, vous venez de faire passer dans mon esprit Monseigneur Ndongbo qui disait il ne faut pas faire croire aux gens qui vont aller au ciel en évitant la terre, parce que c'est de la terre qu'on part au ciel. Alors, c'est-à-dire que c'est d'abord ces réalités-là qui ouvrent le paradis, et donc que ces réalités-là construisent le paradis. Alors, on va vers la fin de ce programme. Quel est le message ce soir? Je commence par vous, Dr Linjong, je vais terminer par M. Manga. Quel est le message central qu'il faut donner aujourd'hui? Je vous donne 3 catégories de personnes. Les chefs d'État qui nous regardent, parce que la plupart vont regarder cette émission, ceux qui décident en deçà des chefs d'État et le peuple. Quel est le message qu'il faut leur donner par rapport à la dynamique nécessaire de la graine qui doit mourir et qui doit renaître dans l'ancestralité qui construit le développement? Quel est le message? Alors, le principal message, c'est que nous devons reconstituer la colonne vertébrale de notre spiritualité, sur laquelle repose tout développement. On ne peut pas se développer par procuration spirituelle. Pour pouvoir transformer le manioc, le couscous, en d'autres mets possibles, en des variétés de produits consommables, il faudrait investir notre univers alimentaire. Nous devons nous ancrer dans notre environnement immédiat pour pouvoir le transformer. Cela veut dire que, au plan politique, au plan économique, au plan culturel, nous devons, M. Lagala dit, nous devons nous reconnecter à nos propres valeurs. Nous devons savoir qui nous sommes. Quel est le potentiel dont nous disposons pour notre transformation? On ne peut pas vivre au Cameroun et penser seulement à aller faire tourisme en Orient ou en Occident. Tout à fait. Et penser à aller se soigner. Vous parlez de tourisme. Se soigner en Europe. Et avoir des avions médicalisés à tout moment.
c'est absurde. On ne peut pas se plaindre de manger le couscous sous la même forme pendant plusieurs décennies et on ne mène aucune recherche pour le transformer. Sur les possibles transformations. Vous parliez tout à l'heure du travail de fond. Il faut un travail profond. Que lorsqu'on engage la recherche, que la recherche soit profonde. Parce que les gens aiment les solutions miracles. Oui, comment ça se passe avec la tradition? Explique-nous. Non, c'est pas comme ça. Le développement se vit. Ça ne se raconte pas. On a beau raconter, vous êtes à le chiffre de la croissance est à 5,6. Mais tant que ça ne se ressent croissance même à 2 chiffres. Ça ne se ressent pas sur la vie des populations. Ça ne vaut rien. Merci. Un message qui va sur ces 3 catégories. Monsieur Elanga, Joseph Thomas. Moi, je voudrais commencer par le peuple. Oui. Je pense que le développement, on se trompe peut-être, mais le développement est d'abord une affaire individuelle. Il ne faut pas qu'on pense que le développement, c'est l'État, que c'est les autres. C'est-à-dire, certains pensent que c'est l'État qui doit apporter le développement. Et à un certain niveau, je vais y arriver, c'est l'extérieur qui doit nous assister. Mais le développement est d'abord une affaire d'individu. Chaque individu qui est camerounais doit s'armer pour travailler. Je dis, chaque individu à son niveau doit faire ce qu'il est appelé à faire pour développer son pays. Tout à fait. Chacun doit être concerné pour le développement. Personnellement. Et si quelqu'un est professeur de lycée, qu'il se batte pour bien enseigner les enfants. Si vous êtes mécanicien, parce qu'on ne va pas prendre ceux qui travaillent seulement au niveau de l'État, si vous êtes mécanicien, vous vous battez pour que votre garage grandisse, vous vous battez pour satisfaire votre clientèle. J'ai dit, et vous développez. Parce que si vous développez selon l'éthique, selon le travail dont on a parlé tout à l'heure, automatiquement tout le pays sera en effervescence et tout le pays va bouger, tout le pays va se développer. Parce que ça va faire tache d'huile. Ça va faire tache d'huile et tout le monde, ce sera un pays industrieux. Comme un peu les Chinois, tout le monde veut travailler. Au lieu de vouloir dormir, tout le monde va se dire, le temps que je mets au travail doit être plus grand que le temps que je prends pour le repos. Et je veux me développer. Il faut être ambitieux pour soi-même et ambitieux pour le pays. Tout à fait. Donc, le peuple, c'est ça, qu'on n'attende pas ailleurs. Et ça rejoint l'exigence de responsabilité dont le docteur Ndjou m'a parlé. Il faut qu'on s'assume. Chacun d'entre nous doit s'assumer. Ça, c'est pour le peuple. Tout à fait. Maintenant, pour les gouvernants, au niveau intermédiaire, chaque gouvernant, je peux dire chaque ministre, a une parcelle de pouvoir qui lui est cédée. Chacun. Et chacun de cette parcelle de pouvoir peut en faire quelque chose de grand s'il aime son pays. Je dis, c'est ça le problème. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Celui qui est planteur doit tout faire pour bien travailler. Celui qui est ministre doit tout faire. Ce n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas pour plaire au prince. Tout à fait. C'est d'ailleurs, c'est pour travailler. Et lorsqu'il va se coucher le soir, il doit être satisfait. Il doit être lui-même le ministre. Lui-même. Au-delà de dire que le prince et les autres instructions. Parce que beaucoup font pour plaire. Beaucoup font des choses pour maquiller ceci ou maquiller cela, paraître ceci, et ne pas aller au fond des choses. Parce que ça aussi, on aura peut-être une autre occasion. On va revenir certainement. Donc, en se couchant le soir, il doit être certain qu'aujourd'hui, j'ai travaillé pour mon pays, j'ai produit pour mon pays, j'ai orienté mes activités. Et je dis, chaque ministre, chaque personnel dans le gouvernement a une parcelle de pouvoir qu'il peut exploiter pour faire avancer les choses. Maintenant, au sommet de l'État, on a besoin de quelqu'un qui est essentiellement, je peux dire, essentiellement camerounais ou africain. C'est-à-dire, il ne vit que par son pays. C'est-à-dire, quand on dit Cameroun, il se sent concerné. Ce n'est pas quelqu'un qui est un étranger ou qui se sent détaché des affaires du pays. Ou qui peut aller rester quelque part et laisser le pays en pilotage automatique. Non, c'est quelqu'un qui veut être dans la bataille
Parce qu'au niveau du Cameroun, nous sommes tellement pauvres que normalement, on n'a même pas le temps de se reposer. Si on veut se développer. Tout à fait. Donc, au sommet, on a besoin de quelqu'un qui oriente véritablement l'action de l'État. Parce que cette personne il respire, il incarne l'État. Parce que dès que l'État a quelque chose ou un intérêt de l'État qu'on piétine, il se sent lui-même piétiné. Donc, et en gros, pour tout cela, on dit qu'il faut être responsable. Il faut prendre ses responsabilités et aimer. Oui, on revient toujours à ça. Et aimer son pays. Tout à fait. Et ça nous manque beaucoup. Si on n'arrive pas à ça, on ne s'en sort pas. Merci à vous. Ancestralité et développement. Ancestralité africaine et développement, c'est bien possible. Nous sommes à la phase justement où la graine dans le fond doit germer. Mais pour qu'elle germe, il faut beaucoup d'audace, de courage. Il faut entrer dans les valeurs profondes africaines, qui sont les valeurs ancestrales, pour faire remonter ce qu'on pourrait dire la pâte ou la mayonnaise. Merci d'être venu. Je crois qu'on se donne rendez-vous pour samedi prochain. Pour la continuité, parce que là on n'a pas fini avec cette problématique sur ancestralité et développement. Samedi prochain pour une autre édition de Sciences et Culture. Merci au président directeur général Dr Luc Sangou. Merci aux jeunes à la technique Brandon. Merci à vous qui allez suivre cette émission et qui la suivez sur live streaming. On peut la prendre un peu partout dans le monde. Nous sommes voués et déterminés à faire la reconstruction, la renaissance de l'Afrique à partir de ses valeurs ancestrales, c'est-à-dire nos origines, nos sources. Madame, salut, monsieur, bonsoir. Éveil. Le chant des oiseaux emplit l'air, un chœur de pépiments et de gazouillis qui salue le soleil levant. Des plus hauts acacias aux plus petits insectes s'agitant sous la terre sèche, la savane s'éveille. C'est une symphonie de la vie, un équilibre délicat entre prédateurs et proies, où la survie est un combat quotidien et où chaque créature joue un rôle